Hernán Cortés n'a pas seulement conquis un empire, il a aussi détruit sa propre famille de l'intérieur. Pendant des siècles, on t'a parlé de l'homme qui a fait tomber Moctezuma, du conquistador qui a posé l'or du Mexique au pied du roi d'Espagne, du héros ou du vilain qui a changé à jamais l'histoire d'un continent. Mais presque personne ne t'a raconté ceci. Le crime le plus profond d'Hernán Cortés n'était ni politique ni militaire. Il était intime, il était familial, et il l'a commis contre ses enfants. Parce que pendant qu'il dressait des villes sur les ruines des mondes indigènes et qu'il écrivait des lettres pleines de gloire à l'empereur, Cortés faisait quelque chose de bien plus sombre. Il utilisait ses enfants comme des pièces sur un échiquier où seul comptait la puissance, la pureté du sang et son obsession malade de fabriquer une dynastie parfaite. L'un de ses enfants a fini enfermé dans un monastère, seul tremblant de froid, haïssant l'homme qu'il y avait envoyé. Un autre, le préféré, a été préparé depuis le berceau pour hériter d'un marquisat construit sur du sang indigène. Une fille est morte à 16 ans après un accouchement interminable, utilisée comme monnaie d'échange dans un mariage qu'elle n'avait jamais choisi. D'autres se sont évaporés dans des couvents, des hôpitaux, des fosses anonymes. Et au-dessus de tous, il y a une ombre qui souille tout, un possible fils jumeau, un enfant sans nom qui aurait vécu et serait mort, en attendant un frère qu'on ne lui a jamais permis de savoir exister. L'histoire officielle te parle du conquérant. Aujourd'hui, tu vas rencontrer le père. Et je te préviens, il est bien plus monstrueux que le soldat. C'est l'histoire que les manuels espagnols ne racontent jamais entièrement. Ici, tu vas découvrir le testament secret que Cortés a écrit 3 jours avant de mourir. La lettre que son fils légitime a envoyée au roi en demandant d'exécuter ses demi-frères bâtards. Et le document qui prouve que l'un de ses enfants a disparu dans des circonstances si étranges qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Hernán Cortés a eu 11 enfants confirmés. 6 étaient illégitimes. 2 sont nés de princesses aztèques. L'un a tenté d'assassiner son propre frère pour une histoire d'héritage. Un autre a été enfermé dans un monastère pour le faire taire. Mais il existe un 12e enfant dont presque personne ne parle. Une identité si dangereuse que la couronne espagnole a dépensé des fortunes pour l'effacer de l'histoire. On reviendra à ce fils fantôme. Imagine, une femme indigène tient un bébé métis dans ses bras et elle regarde son amant espagnol signer des papiers qui légitiment l'enfant comme héritier de l'empire le plus brutal des Amériques. Ce bébé deviendrait le premier noble métis de l'histoire, et son existence déclencherait une guerre de succession si sanglante, si calculée et si étouffée qu'elle a changé le destin de 2 continents jusqu'à aujourd'hui. Cortés a 34 ans quand il pose le pied sur la terre mexicaine, en 1519. Il arrive avec 600 hommes, 16 chevaux et une obsession qui va bien au-delà de l'or. Fonder une dynastie qui dure des siècles. Cortés n'est pas novice dans l'art d'utiliser les femmes indigènes comme des outils politiques. À Cuba, il avait déjà perfectionné la stratégie. Séduire, mettre enceinte, abandonner. Il a laissé au moins 3 enfants illégitimes sur l'île. Aucun n'a rien hérité. Pour lui, c'était des expériences ratées. Mais le Mexique serait différent. 3 semaines après son arrivée, Cortés reçoit un cadeau des chefs de Tabasco, 20 femmes réduites en esclavage, un geste diplomatique. Parmi elles, une se détache, environ 20 ans. Elle parle couramment le nahuatl et le maya. Fille de nobles tombés en disgrâce. Sa propre mère l'a vendue comme esclave après s'être remariée et avoir eu un fils qui devait hériter sans concurrence. Son nom d'origine est Malinali Tenepal. Les Espagnols la baptisent Marina. L'histoire la retiendra comme la Malinche, la traîtresse, la mère des métis, la femme la plus haïe du Mexique. Cortés la regarde et voit quelque chose que ces hommes ne voient pas. Il ne voit pas une femme, il voit une clé. Une clé capable d'ouvrir toutes les portes de l'Empire aztèque. Il en fait sa traductrice la même semaine et son amante 3 jours plus tard. Pas par amour, par stratégie pure. Parce que Malinche ne traduit pas seulement des mots, elle traduit des cultures, des logiques militaires, des rivalités anciennes. Sans elle, Cortés n'aurait jamais compris que les Tlaxcaltèques haïssaient les Mexicains plus qu'ils ne craignaient les Espagnols. Sans elle, il n'aurait jamais négocié les alliances qui lui ont livré 100 000 guerriers indigènes pour assiéger Tenochtitlan. Et sans elle, il n'aurait jamais eu son premier fils métis, le fils qui allait tout changer. 3 ans plus tard, en 1522,
Malinche accouche dans une maison de pierre qui appartenait autrefois à un noble aztèque exécuté par Cortés. Le travail dure 18 heures. C'est brutal. Aucun médecin espagnol disponible, seulement des sages-femmes indigènes que Cortés tolère à peine dans la pièce. C'est un garçon. Cortés regarde le bébé quand il n'a que quelques minutes. Peau brune, yeux sombres, qui portent déjà l'intensité du père espagnol, et Cortés voit quelque chose qu'aucun autre conquistador n'avait vu avant. L'avenir du nouveau monde, incarné en chair et en sang. Il l'appelle Martin, Martin Cortés. Et ce premier Martin est un prénom espagnol, chrétien, un prénom fait pour effacer toute trace de la mère indigène. Parce que des années plus tard, Cortés aura un autre fils avec son épouse espagnole, et il l'appellera Martin aussi. Deux Martins. Un métis né du conquérant et de la femme réduite en esclavage. Un pur espagnol né du conquérant et d'une noble. Arrête-toi une seconde. Ton père a un autre enfant. Il lui donne exactement ton prénom. Et ensuite, il décide que celui-là héritera de tout, pendant que toi tu auras les restes. Combien de temps te faudrait-il avant de commencer à préparer ta vengeance? Mais à ce moment-là, le petit Martin le Métis est le seul enfant vivant de Cortés. Et Cortés fait quelque chose d'impensable. Il le reconnaît publiquement. Il lui donne son nom de famille devant notaire. Il le déclare fils légitime avec des droits d'héritage. Pourquoi risquer sa réputation en reconnaissant un enfant métis à une époque où la pureté du sang était tout? Parce que son épouse espagnole, Catalina Juárez, est morte 6 mois plus tôt. Elle est morte dans le lit qu'elle partageait avec Cortés. Elle avait des marques sur le cou. Les domestiques ont entendu des cris cette nuit-là. Ils ont entendu des objets se briser. Ils ont entendu Catalina supplier. La version officielle, mort soudaine de cause naturelle. Mais tout le Mexique murmurait la vérité. Hernán Cortés a étranglé sa femme. Pourquoi? Les récits divergent. Certains disent que Catalina l'a confronté à propos de ses infidélités constantes avec des femmes indigènes. D'autres disent qu'elle menaçait de retourner à Cuba et de le dénoncer aux autorités espagnoles pour abus de pouvoir. Cortés n'a jamais été jugé pour cette mort, mais le soupçon l'a poursuivi pendant des années. Catalina morte et sans héritier espagnol légitime, Martin le Métis devient la seule continuité du nom Cortés en Amérique. Et Cortés en a besoin. Il doit prouver qu'il a fondé quelque chose de permanent sur une terre conquise. Alors il légitime l'enfant métis avec des documents notariés parfaitement légaux. Mais il y a autre chose, quelque chose que Cortés n'a jamais mis dans ses papiers publics. Il existe une lettre que Malinche a écrite 2 ans plus tard, en 1524. Elle a disparu pendant des siècles, puis on l'a retrouvée en 1992 dans un archive de l'Inquisition à Séville, cachée parmi des documents sur la sorcellerie indigène. La lettre est en espagnol brisé. Malinche avait appris à écrire, mais sa grammaire est imparfaite, remplie de structures nahuatl, traduites littéralement. Et ce qu'elle dit est dévastateur. « Seigneur Hernán, tu me donnes à un autre homme comme si j'étais une jument de reproduction, après t'avoir donné un fils qui porte ton sang et ton nom, après avoir traduit chaque mot qui a conquis cet empire. Juan Jaramillo ne veut pas de moi, je ne veux pas de lui. Mais tu ordonnes et j'obéis comme j'ai toujours obéi. » Chaque nuit, Martin me demande « Pourquoi tu ne vis pas avec nous? Pourquoi les autres enfants ont des pères qui les serrent dans leurs bras? Et lui, il n'a qu'une mère. Que dois-je lui dire? Que son père a une nouvelle femme espagnole, que je ne sers plus à rien sauf à enfanter, que j'ai été utile pour conquérir, mais pas pour rester auprès de toi. » Cortés reçoit la lettre et l'ignore complètement. Il ne répond même pas. Il marie Malinche à Juan Jaramillo, l'un de ses capitaines, lors d'une cérémonie catholique formelle. Malinche a 25 ans, Jaramillo en a 52. Ce mariage est un exil déguisé. Cortés l'éloigne de Mexico, l'envoie vivre dans une hacienda isolée, près d'Orizaba, à plus de 200 kilomètres, et il garde Martin. Il dit à Malinche que c'est pour l'éducation du garçon, qu'un fils de Cortés ne peut pas être élevé dans une propriété provinciale, qu'il lui faut une éducation espagnole, des manières européennes, une préparation pour hériter d'un empire. Malinche accepte, non parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est une femme indigène dans un monde contrôlé par des hommes espagnols. Et pendant les 5 années qui suivent, elle voit son fils exactement 4 fois. Des visites surveillées,
des conversations contrôlées, des domestiques espagnols qui ne la laissent pas parler nahuatl à Martin. Cortés efface méthodiquement la moitié indigène de son fils. Il fabrique un métis qui pense espagnol, parle espagnol, se comporte espagnol. 5 ans plus tard, Malinche meurt. Cause officielle. Fièvre soudaine. Elle a environ 30 ans. Certains historiens pensent à la variole, d'autres à la dysenterie. Mais il existe une troisième théorie, plus sombre, basée sur le témoignage d'un frère qu'il a assisté pendant ces derniers jours. Le frère a écrit dans son journal « Marina est morte dans l'agonie après 3 jours de fièvre. Ses derniers mots étaient nommés dans sa langue natale. Elle appelait son fils. Elle répétait un nom qui n'était pas Martin, un nom mexicain que je n'ai pas compris. Elle semblait confesser quelque chose d'important, quelque chose à propos de 2 plutôt que d'1. Mais elle est morte avant que je puisse comprendre. Quel nom répétait Malinche en mourant? Personne ne l'a noté. Et 2 plutôt qu'1, ça voulait dire quoi? Le frère n'a pas compris, mais on reviendra à cette phrase, parce que c'est la clé de tout le mystère. Martin a 7 ans quand sa mère meurt. On ne le laisse pas assister aux funérailles. On lui dit que sa mère est montée au ciel rejoindre Dieu. Et cet enfant de 7 ans, métis, orphelin de mère, avec un père trop occupé à consolider un empire pour le tenir pendant qu'il pleure, devient le premier maillon d'une chaîne de tragédies qui durera des générations. Mais c'est là que l'histoire se complique, parce que Cortés a un nouveau problème. Il vient de se remarier. Sa nouvelle épouse s'appelle Juana de Zúñiga. Elle a 17 ans. Elle est la nièce du duc de Béjar, l'une des familles les plus puissantes d'Espagne. Le mariage n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie politique pure. Parce qu'en Espagne, le roi Charles Quint a ouvert une enquête officielle contre Cortés. Les accusations sont multiples. Meurtre de Catalina Juárez, abus de pouvoir systématique, enrichissement illégal, exécution sans jugement. Cortés a besoin d'alliés puissants à la cour espagnole, et la voie la plus rapide est d'épouser une noblesse de tout premier rang. Juana arrive au Mexique quelques mois plus tard et rencontre Martin, l'enfant métis de 7 ans qui vit dans la maison de son nouveau mari. Juana regarde Martin. Martin la regarde en retour avec ses yeux sombres qui ont déjà vu trop de pertes. Et Juana comprend immédiatement. Cet enfant est un problème existentiel. Pas parce que Martin est agressif ou difficile. Au contraire, il est poli, intelligent, il parle parfaitement espagnol, il est instruit par des précepteurs privés. Le problème, c'est que Martin existe. Martin est une preuve vivante que Cortés a eu une relation longue avec une femme indigène. Une preuve que Cortés fait des enfants métis. Une preuve que la pureté de toute future lignée Cortés est irrémédiablement compromise. Cette nuit-là, Juana dit à Cortés, « Cet enfant ne peut pas rester dans cette maison. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ultimatum. » Cortés doit choisir. Et Cortés, comme toujours, choisit ce qui lui est utile politiquement. Mais il n'abandonne pas Martin. Pas complètement. Il ne peut pas. L'enfant a été légitimé devant notaire. Il porte légalement le nom Cortés. Il a des droits d'héritage reconnus par la loi espagnole. Alors Cortés fait quelque chose de plus calculé, de plus cruel à long terme. Quelques mois plus tard, il dit à Martin qu'il va aller en Espagne, qu'il recevra la meilleure éducation possible, qu'il étudiera avec les mêmes tuteurs qui forment les fils de ducs et de comtes, et qu'il reviendra en gentleman espagnol, respecté de tous. Il ment. Martin monte sur un bateau à Veracruz. Il a 7 ans. Il a perdu sa mère il y a à peine 4 mois. Et maintenant, on l'envoie seul sur un continent qu'il n'a jamais vu, à 9000 kilomètres, pour vivre avec des étrangers. Imagine, tu as 7 ans, tu viens de perdre ta mère, et ton père te met seul sur un navire vers un monde inconnu, chez des gens qui te mépriseront pour la couleur de ta peau. Comment ne finirais-tu pas par haïr cet homme? Le voyage dure 2 mois de cauchemar. Martin vomit tous les jours à cause du mal de mer. Il dort dans un hamac humide qui ne sèche jamais. Il mange du biscuit dur infesté de charançon. Il est entouré de marins qui le regardent avec dédain parce qu'il est le fils de l'Indienne. Il arrive à Séville amaigri, malade, terrorisé, et on le confie à un monastère augustinien à l'extérieur de la ville. Le monastère s'appelle San Leandro, un immense bâtiment de pierre grise entouré d'oliveraies. Il fait froid. Il fait toujours froid. Et là, dans ce monastère sans chaleur humaine et sans amour, entouré de moines qui crient quand il se trompe, qui lui tapent sur les mains avec une règle
quand il se distrait pendant le latin, Martin le Métis apprend 3 choses qui marqueront le reste de sa vie. 1. Il est le fils d'un homme puissant qui ne veut pas l'avoir près de lui. 2. Il est métis dans un monde qui considère les métis comme des citoyens de seconde zone. 3. Il a des frères, beaucoup de frères, et tous veulent la même chose que lui. L'héritage de Cortés. Et les nuits glaciales, pendant que les autres enfants nobles dorment dans des chambres avec des bras zéros et des couvertures épaisses, Martin le Métis tremble sous une couverture mince dans un dortoir collectif où le vent s'infiltre par les fenêtres. Il tremble de froid, il tremble de solitude, il tremble d'abandon. Et ce froid d'enfant deviendra une haine d'adulte qui dévorera des décennies de sa vie. Garde cette image de l'enfant qui grelotte, parce que cet enfant gelé deviendra l'homme qui détruira son frère espagnol, presque 40 ans plus tard. Pendant que Martin le Métis tremble en Espagne et apprend à haïr, Juana de Zúñiga accouche au Mexique. Un garçon. Cortés regarde le nouveau-né et ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti avec Martin le Métis. Une fierté sans honte, une joie sans complication, un amour sans culpabilité. Cet enfant n'a pas la peau brune. Cet enfant n'est pas la preuve d'une aventure avec une esclave indigène. Cet enfant est le produit d'un mariage légitime entre un Espagnol et une noble espagnole. Et Cortés l'appelle Martin. Encore, le deuxième Martin. Même prénom, mère différente, peau différente, destin totalement différent. Ce Martin naît dans une richesse absolue. Son berceau est en bois sculpté, apporté d'Espagne. Ses couvertures sont en soie importée. Sa chambre se trouve dans le palais que Cortés a construit sur les ruines du palais de Moctezuma. Et dès que ce second Martin ouvre les yeux, Cortés le prépare à devenir l'héritier principal du marquisat de la vallée d'Oaxaca. Mais Cortés a un problème mathématique. 2 fils avec le même prénom. L'un métis, légitimé des années plus tôt, l'autre espagnol, né d'un mariage légitime. Alors, qui est l'héritier principal selon la loi? Selon la loi espagnole, l'aîné a la priorité automatique. Et l'aîné, c'est le métis, techniquement, légalement. Martin le Métis devrait hériter du titre principal. Mais Cortés ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas permettre qu'un métis soit marquis de la vallée d'Oaxaca. Il ne peut pas laisser son héritage être porté par un fils de sang mêlé. Alors Cortés commence à déplacer des pièces politiques avec la même ruse qu'il a utilisée pour abattre l'Empire aztèque. Il écrit des lettres obsessionnelles au roi Charles Quint, suppliant d'obtenir la permission de nommer l'héritier principal, le fils espagnol plus jeune, et non le fils métis plus âgé. Le roi ne répond pas pendant des années. Et dans ce silence frustrant, pendant qu'il attend, Cortés continue de faire ce qu'il sait faire mieux que tout. Produire d'autres enfants. Au cours de la décennie suivante, Cortés a des enfants avec au moins 4 femmes différentes, en plus de Juana de Zúñiga. Luis Cortés, un autre fils métis, naît d'une femme tlaxcaltèque. Cortés le reconnaît, mais ne le légitime jamais complètement, et il le traite exactement comme il a traité Martin le Métis. Il l'envoie en Espagne à 5 ans, l'enferme dans le même monastère, l'éloigne définitivement du Mexique et de sa mère. Luis arrive à San Leandro des années plus tard, et y trouve son frère aîné, Martin le Métis. Les 2 frères métis se rencontrent dans ce monastère froid. Martin a 13 ans, Luis en a 5. Selon un frère, Martin a pris l'enfant sous sa protection comme s'il était son propre fils. Ils parlaient dans leur langue maternelle quand ils croyaient que personne ne les entendait. Martin, après des années en Espagne, se souvient encore de la langue de sa mère, s'accroche à cette partie de lui que Cortés a tenté d'effacer. Les 2 frères métis créent un lien qui durera des décennies, un lien de survie mutuelle dans un monde qui les méprise. Mais ce lien finira en tragédie, parce que Luis ne survivra pas à la solitude et au traumatisme. Et puis il y a Catalina Cortés, une autre fille. Sa mère n'a jamais été identifiée officiellement. Cortés la reconnaît, mais la garde au Mexique, élevée par des nourrices espagnoles. Elle ne rencontre jamais sa mère biologique. Quand elle demande, on lui répond « Elle est morte quand tu étais bébé ». À 14 ans, Catalina est encore une enfant, et Cortés la marie à un capitaine espagnol de 50 ans. Le mariage est consommé violemment la nuit des noces. Une servante a témoigné des années plus tard. Doña Catalina pleurait toutes les nuits. Elle avait des bleus.
Elle m'a demandé des herbes pour ne pas tomber enceinte. Elle m'a dit que son mari lui faisait mal. Catalina a tenté d'avorter avec des herbes obtenues auprès de guérisseuses indigènes. Ça n'a pas marché. Et pendant l'accouchement, 31 heures, Catalina et le bébé sont morts. Elle avait 16 ans. Cortés a été informé alors qu'il était en Espagne, en pleine réunion avec le Conseil des Indes. Des témoins disent qu'il a reçu la nouvelle sans expression. Il n'a pas interrompu la réunion. Et 2 jours plus tard, il a signé des documents transférant toutes les propriétés de Catalina à Martin l'Espagnol, comme si sa fille n'avait jamais existé. Léonor Cortés, peut-être fille d'une princesse aztèque, apparaît dans des documents jusqu'en 1540, puis disparaît. Pas d'acte de décès, pas de registre de mariage. Rien. Des décennies plus tard, une chercheuse a retrouvé une lettre d'un couvent à Puebla. Sœur Léonore de la Cruz est décédée après 21 ans dans ce couvent. Elle n'a jamais prononcé de vœu perpétuel en raison de son origine contestée. Elle a vécu dans le silence. Elle n'a jamais reçu de visite. Elle a été enterrée sans pierre. Était-elle la fille de Cortés? La chronologie correspond parfaitement. Si c'était elle, elle a passé 21 ans enfermée, sans identité, sans famille. Elle est morte seule, enterrée sans nom. Et pendant que ses enfants métis sont effacés, oubliés, brisés, les 4 enfants légitimes que Cortés a eus avec Juana de Zúñiga grandissent au Mexique dans un luxe absolu. Tuteurs privés, vêtements importés, vaisselle d'argent. La différence de traitement n'est pas un accident, c'est une stratégie. Cortés crée 2 catégories d'enfants, les Espagnols qui hériteront du pouvoir et les métis qu'on contrôlera puis qu'on éliminera. Et puis il y a Amadorcito, le fils fantôme ultime. Il est mentionné exactement une fois dans une lettre de Cortés. Envoyez aussi des vêtements convenables pour mon petit-fils Amador. Et après ça, plus rien, comme s'il cessait d'exister. Des années plus tard, un chercheur retrouve un registre de baptême. Amador, fils d'un père espagnol non identifié et d'une mère indigène non identifiée, baptisé par Fray Bartolomé de Olmedo, le même frère confesseur de Cortés. Le registre comporte une note. Enfant transféré à Mexico sur ordre de HC, puis silence total. Le schéma est évident. Cortés a eu plus d'enfants qu'il n'en a reconnus, et certains ont été activement effacés de l'histoire. Des années plus tard, le roi Charles Quint signe une cédule royale qui change tout, des ordonnances sur la descendance des conquistadors aux Indes. Seuls les enfants de sang espagnol pur peuvent hériter des titres de noblesse dans le Nouveau Monde. Cela signifie que Martin le Métis ne peut pas hériter du marquisat, techniquement. Mais la cédule prévoit une exception. Les enfants métis légitimés avant cette date peuvent conserver des droits secondaires si le roi l'approuve. Et Martin le Métis avait été légitimé des années plus tôt. Quand Cortés reçoit la cédule, il sourit parce qu'il comprend qu'il vient de gagner. La cédule lui donne l'excuse légale parfaite pour nommer Martin l'Espagnol héritier principal et reléguer Martin le Métis à des droits secondaires. Il lui faut 5 ans de pression politique, de pots de vin, de services rendus. Mais finalement, le roi signe. Don Martin Cortés, fils légitime, sera héritier du titre de marquis. Don Martin Cortés, fils naturel, recevra des propriétés secondaires et des rentes annuelles. C'est officiel, légal, irrévocable. Martin l'Espagnol héritera de l'Empire. Martin le Métis héritera des miettes. Quand Martin le Métis apprend la nouvelle, il a 18 ans. Il a vécu 11 ans en Espagne. 11 ans à étudier avec obsession. 11 ans à se comporter parfaitement. 11 ans à essayer d'être le plus espagnol possible. Et il découvre que rien de tout ça n'a compté. La seule chose qui a compté, c'est la couleur de sa peau. Pense-y. 11 années de ta vie à tenter de prouver que tu es digne. 11 années à être le meilleur élève, le plus obéissant, le plus acceptable. Et pourquoi? Pour qu'on te dise que tu n'as jamais été suffisant et que tu ne le seras jamais. Ce jour-là, Martin le Métis prend une décision qui changera sa vie. S'il ne peut pas hériter de l'Empire par droit, il l'héritera par vengeance, par patience, en attendant des décennies s'il le faut, jusqu'à avoir l'occasion parfaite de détruire son frère espagnol. Et cette occasion viendra. Elle mettra presque 3 décennies, mais elle viendra. Avant d'arriver à cette vengeance, il faut comprendre quelque chose de crucial. Pourquoi Martin le Métis passera le reste de sa vie
à fouiller obsessionnellement les archives de monastères espagnols. Parce qu'il existe une possibilité réelle que Malinche n'ait pas eu qu'un seul enfant avec Cortés. Il existe une possibilité qu'elle en ait eu deux. Revient un an avant la mort de Malinche. Elle est gravement malade sur son hacienda. Fièvre très élevée, délire, vomissement de sang. Elle est en train de mourir. Et croyant qu'elle va mourir, elle demande une confession d'urgence. Le frère qui arrive est Bartolomé de Olmedo. Et dans cette confession, selon le journal personnel d'Olmedo, Malinche dit quelque chose d'extraordinaire. Marina a confessé quelque chose qui me trouble. Elle délire sous la fièvre, parle parfois en espagnol, parfois dans sa langue native. Elle dit que lorsqu'elle a accouché de l'enfant Martin, ce n'était pas un seul enfant. C'était deux jumeaux, mais on lui a dit que l'un était né mort. Elle insiste, elle a entendu deux bébés pleurer cette nuit-là. Deux pleurs différents, mais quand elle s'est réveillée, on ne lui a remis qu'un seul bébé. Elle n'a jamais vu le corps du second. Il n'y a jamais eu d'enterrement. Et pendant des années, elle a soupçonné que Don Hernán avait emporté le second enfant. Une mère sait combien d'enfants elle a mis au monde. J'en ai mis au monde deux et on ne m'a laissé en garder qu'un. Pendant des siècles, les historiens ont ignoré ce passage, l'attribuant au délire. Jusqu'à il y a quelques années, une équipe de généticiens a comparé l'ADN de descendants issus de différentes lignées d'enfants de Cortés et a trouvé quelque chose d'inexplicable. Des marqueurs génétiques dans la lignée de Martin le Métis qui n'apparaissent dans aucune autre. Des marqueurs qui suggèrent l'existence d'un frère proche non documenté. 5 siècles plus tard, la science s'immisce là où l'histoire a voulu se taire et découvre quelque chose qui ne devrait pas être là. La trace d'un frère jamais enregistré nulle part. Comme si le corps criait un secret que les documents ont tenté d'enterrer. Alors les chercheurs se mettent à chercher « Qu'est-il arrivé au second jumeau ?» Il existe un registre d'entrée au monastère de San Leandro, daté de quelques mois après l'arrivée de Martin le Métis. Enfant indigène, âge estimé 8 ans, sans nom enregistré, remis sur ordre d'un chevalier espagnol non identifié qui a payé généreusement son entretien. L'enfant ne parle pas espagnol, seulement sa langue native. Sans nom, sans père identifié, sans nom de famille. Un enfant sans identité. Et l'âge correspond parfaitement. S'il est né en même temps que Martine, il aurait exactement 8 ans. Alors pourquoi Cortés enverrait-il 2 enfants métis au même monastère avec quelques mois d'écart, mais ne reconnaîtrait-il que l'un? Parce que Martin le Métis était un problème gérable, légitimé, documenté, nommé, avec des droits qu'on pouvait canaliser. Mais le second enfant, s'il a existé, n'a jamais été légitimé, n'a jamais reçu de nom. Un fantôme légal. Cortés l'a caché pour qu'il ne puisse jamais réclamer quoi que ce soit. Un héritier métis légitimé, c'est un problème que tu peux contrôler. 2, c'est exponentiellement plus compliqué. Le registre mentionne l'enfant indigène pendant quelques années, puis plus rien. Pas de prise de vœux, pas de décès. Rien. Il disparaît, comme Léonore, comme Amadorcito, effacé systématiquement. Plus tard, Cortés rentre en Espagne. Il a 55 ans. Son corps est brisé par des décennies de guerre. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il réunit ses fils. Martin le Métis, 18 ans. Louis le Métis, 10 ans. Martin l'Espagnol, 10 ans. C'est la première fois que les 2 Martins se voient à face. Martin le Métis voit un garçon à la peau claire, bien habillé, qui le regarde avec curiosité. Martin l'Espagnol voit un jeune homme à la peau brune, avec des yeux qui ont appris la solitude trop tôt. Ils ne s'embrassent pas. Cortés essaie de les présenter. « Martin, voici ton frère, Martin. » L'ironie n'échappe à personne. Cette nuit-là, Cortés commence à écrire son testament. Il lui faudra 7 ans pour le terminer. Dans une version intermédiaire, Cortés écrit une phrase extraordinaire. « Je reconnais avoir eu une descendance non documentée qui, pour des raisons de protection, n'a pas été reconnue publiquement. À ses descendants, s'ils peuvent prouver le sang Cortés, une pension annuelle sera attribuée. Il admet qu'il a des enfants secrets. Cette clause n'apparaît pas dans la version finale. Elle a été supprimée. Mais le fait qu'il l'ait écrite confirme une chose. Hernán Cortés a eu plus de 11 enfants et certains n'ont jamais été retrouvés. 7 ans plus tard, Cortés est en train de mourir. Il a 62 ans. Nous sommes en décembre 1547. Dans un moment de lucidité, il demande à voir Martin le Métis.
Martin arrive, il a 25 ans, entre dans la pièce, ferme la porte. Pendant 47 minutes, père et fils parlent seuls. Personne d'autre n'est présent. Les serviteurs entendent des voix, parfois fortes, parfois des chuchotements. Quand Martin le métis sort, son visage est défait, blanc comme du papier, tremblant, comme s'il allait vomir. Il ne parle à personne. Il quitte la maison et disparaît. 2 jours plus tard, Cortés meurt. Ses dernières paroles, « J'ai plus péché que je n'ai construit ». 3 jours plus tard, quand on lit le testament, Martin le métis n'est pas là. Pendant 6 mois, personne ne sait où il est, jusqu'à ce qu'il réapparaisse à Veracruz, au Mexique. Que faisait-il pendant ces 6 mois? Pourquoi retourner au Mexique après presque 2 décennies en Espagne? Il ne l'expliquera jamais. Mais 3 ans plus tard, un document apparaît à Mexico, supposément un addendum secret au testament de Cortés, affirmant que Martin le Métis devrait hériter du marquisat principal. Le document porte une signature qui ressemble à celle de Cortés. Il a un sceau notarial. Martin l'Espagnol crie à la falsification, engage des experts. L'affaire va au tribunal pendant 2 ans. Finalement, un tribunal déclare le document d'authenticité douteuse et sans valeur légale. Martin le Métis perd, mais il n'admet jamais l'avoir falsifié. Et des années plus tard, il écrit « Mon père m'a dit la vérité dans ses dernières minutes, une vérité qui justifie tout ce que j'ai fait. Mais cette vérité est morte avec lui. » Quelle vérité? Qu'a-t-il dit à Martin pendant ces 47 minutes? Martin le Métis emporte la réponse dans la tombe. Mais la guerre entre les deux Martins ne fait que commencer. Presque 2 décennies plus tard, Martin l'Espagnol a 35 ans. Il est marquis de la vallée d'Oaxaca. Il contrôle plus de 23 000 km². C'est l'un des hommes les plus puissants des Amériques. Mais la couronne espagnole ne fait pas confiance au fils de conquistador parce qu'elle craint qu'il se croie en droit de gouverner indépendamment de l'Espagne. Le vice-roi reçoit des rapports. Martin l'Espagnol se réunit en secret avec d'autres fils de conquistadors. Ils accumulent des armes. Ils parlent de « récupérer les droits de nos pères ». Et dans une réunion, quelqu'un dit « Pourquoi ne pas devenir indépendant ?» Ce n'est pas un plan concret. Ce sont des mots de frustration. Mais quelqu'un le rapporte. Et selon des documents ultérieurs, ce quelqu'un, c'était Martin le Métis. Martin le Métis observe son frère depuis des années, note les rencontres, construit un dossier. Il envoie une lettre anonyme au vice-roi. Elle détaille des noms, des dates, des lieux. Elle n'accuse pas directement de trahison. Elle exprime une inquiétude sur des activités qui pourraient être mal interprétées. Le vice-roi prend ça au sérieux. À l'aube du 8 juillet 1566, des soldats envahissent le palais de Martin l'Espagnol. Ils l'arrêtent. Accusation, conspiration de rébellion contre la couronne. On l'enferme dans une prison de l'Inquisition. La torture est psychologique, cellule sombre, sans lumière. On lui dit que ses amis l'ont trahi. On lui montre des confessions où on le désigne comme chef. Pendant 3 mois, Martin l'Espagnol résiste. En octobre, il craque. Il signe une confession admettant avoir discuté des idées inappropriées. Et pendant son emprisonnement, il reçoit une visite. Son frère métis. Aucun registre officiel ne dit ce qu'ils se sont dit. Mais le journal du confesseur de Martin le Métis rapporte ceci. Don Martin est venu briser, il s'est confessé pendant 2 heures, révélant avoir rendu visite à son frère en prison. Il dit que son frère l'a supplié d'intercéder, supplié comme un frère. Don Martin lui a répondu quelque chose à propos de régler une dette de 19 ans. Don Martin pleure. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Je lui ai demandé s'il ressentait du remords. Il m'a dit « Je ressens trop de choses, père, mais le remords n'en fait pas partie. » Une dette de 19 ans. Depuis le testament qui a favorisé le fils espagnol, 19 ans. Tu peux attendre 19 ans pour détruire quelqu'un. Ce n'est pas une vengeance impulsive. C'est une haine froide, calculée, professionnelle. Martin le Métis a attendu presque 2 décennies. Et quand l'occasion s'est présentée, il l'a saisie sans hésiter. Martin l'Espagnol reste en prison 3 ans. La sentence du roi Philippe II, confiscation de la moitié de ses propriétés, déportation permanente en Espagne, interdiction de revenir au Mexique pendant 20 ans, amende de 100 000 ducats. Martin l'Espagnol monte sur un bateau. Il a 39 ans. C'est un homme brisé. Il vit le reste de sa vie à Madrid en essayant de laver son nom. Il n'y parvient jamais. Il meurt à 59 ans. Avant de mourir,
il écrit une dernière lettre à son frère métis. Elle ne sera jamais envoyée. Frère, je sais que c'était toi. Je sais que tu as orchestré ma chute, et maintenant je comprends pourquoi. Tu n'as jamais pardonné à notre père de m'avoir choisi. Mais ce que tu ignores, c'est que dans ces 47 minutes avant de mourir, notre père m'a avoué quelque chose sur toi, quelque chose sur ta mère, quelque chose qui, si on le savait, détruirait toute ton identité. J'aurais pu te le révéler, j'aurais pu l'utiliser pour te ruiner comme tu m'as ruiné, mais je ne le ferai pas, parce que, contrairement à toi, je ne suis pas un monstre. Je meurs en gardant le secret, et toi tu vivras avec l'ignorance de ne jamais savoir quelle vérité sur toi est morte avec moi. Quel secret? Martin l'Espagnol meurt sans le révéler, et quand Martin le Métis finit par lire cette lettre, cela intensifie quelque chose qu'il faisait déjà depuis des années, fouiller obsessionnellement les archives de monastères en Espagne. Martin le Métis a 58 ans. Il a survécu à son père, à son frère espagnol, à presque tous ses frères et sœurs. Mais il n'est pas en paix. Il écrit des lettres, des dizaines, des centaines, à des monastères partout en Espagne, avec la même question. Avez-vous des registres d'enfants indigènes confiés par Hernán Cortés? Il engage des enquêteurs. Il envoie son neveu en Espagne. Il dépense des fortunes. Il donne 10 000 ducats au monastère de San Leandro, environ 30% de toute sa fortune. Condition que le monastère accepte d'éduquer à perpétuité des enfants métis, sans nom de famille ni famille, sans distinction d'origine raciale. Ses amis lui demandent « Pourquoi ?» Il répond « Je paie une dette que mon père n'a jamais payée. » Dans une lettre, son confesseur écrit « J'ai cherché pendant 40 ans quelqu'un qui n'a peut-être jamais existé, ou qui a existé et a été effacé si complètement que même Dieu ne pourrait le trouver. Mais je dois continuer à chercher, parce que si cette personne a existé, si ma mère a mis au monde 2 fils, alors je n'ai pas été le seul abandonné, et peut-être qu'en le trouvant, je trouverai la paix. » C'est l'aveu le plus direct de ce qu'il cherche. Un frère, un jumeau. Il ne le trouvera jamais. Martin le Métis meurt à 73 ans, sans épouse, sans enfant. Dans son testament, tous mes biens seront divisés, la moitié au monastère de San Leandro, pour continuer à éduquer des enfants métis sans famille. L'autre moitié à un fonds dédié à la recherche de descendants non reconnus d'Hernán Cortés qui pourraient vivre dans le besoin ou l'anonymat. C'est sa dernière quête, une quête qui continuera après sa mort. Pendant que les deux Martins se livraient leur guerre, les autres enfants vivaient et mouraient en silence. Luis Cortés, le métis, a développé ce que les médecins appelaient une mélancolie sévère avec épisodes de fureur. Les registres décrivent des crises où il criait dans une langue sauvage, appelant sa mère. On l'a interné dans un hôpital psychiatrique. Il est mort à 30 ans, probablement un suicide. Il est mort complètement seul, fou, hurlant pour une mère qu'il n'avait pas vue depuis ses 5 ans. Les enfants légitimes espagnols. Maria a épousé un noble. Elle a vécu en Estrémadure. Elle est morte à 60 ans sans jamais revenir au Mexique. Dans ses lettres, elle ne mentionne jamais son père. Luis a hérité de petites propriétés. La lignée s'est éteinte en 2 générations. Catalina est entrée au couvent à 19 ans. Elle est morte à 70. En 40 ans, elle n'a reçu aucune visite familiale. Juana a épousé un duc, mais elle a demandé explicitement qu'on ne mentionne jamais qu'elle était la fille de Cortés. Elle voulait l'effacer de son histoire. Aujourd'hui, presque 500 ans plus tard, il existe environ 200 personnes capables de prouver une descendance directe de Cortés. Mais voici le détail que Cortés n'aurait jamais imaginé. 70% viennent de lignées métisses. Seulement 30% descendent de lignées purement espagnoles. Pourquoi? Les enfants espagnols ont vécu en Europe, se sont mariés tard, ont eu peu d'enfants. Plusieurs lignées se sont éteintes rapidement. Mais les enfants métis sont restés au Mexique, se sont mariés dans des familles locales, ont eu beaucoup d'enfants, et aujourd'hui, la majorité des descendants de Cortés ont un sang majoritairement indigène. L'ironie est parfaite. Cortés a passé sa vie à essayer d'établir une dynastie espagnole pure. Il a caché et effacé ses enfants métis. Et 500 ans plus tard, ce sont justement les enfants métis qu'il voulait enterrer qui ont perpétué son nom. L'héritage que l'Espagne voulait effacer est le seul qui a survécu. Cortés a conquis un empire, accumulé des richesses, fondé des villes, changé l'histoire.
Mais il n'a pas su conquérir quelque chose de plus simple, l'amour de ses propres enfants. Il en a eu 11 confirmés, et peut-être plusieurs autres secrets, mais il est mort seul, amer, avec des enfants qui le haïssaient ou l'ignoraient. Et après sa mort, ses enfants se sont détruits pendant des décennies. Le fils métis qui a attendu 19 ans pour se venger a réussi à détruire son frère espagnol. Mais il a fini seul, sans famille, sans paix, à chercher obsessionnellement un frère fantôme. Mais il y a encore quelque chose que tu dois savoir sur cette recherche obsessionnelle, quelque chose qu'il a découvert dans ces dernières années et qu'il a brisé plus totalement que n'importe quelle vengeance. En 1589, quand Martin le Métis a 67 ans, il reçoit une lettre d'un archiviste du couvent de Santa Clara, à Puebla, au Mexique. La lettre est courte mais dévastatrice. Don Martin, en réponse à votre recherche de registres concernant des femmes indigènes liées à votre père, nous avons trouvé un document qui pourrait vous intéresser. Une femme nommée Malinali est entrée dans ce couvent en 1927. Elle est morte ici en 1929. Elle est enterrée dans notre cimetière sans pierre. Martin lit la lettre et quelque chose ne colle pas. Sa mère est morte en 1529, ça il le sait. Mais sa mère était mariée à Juan Jaramillo, vivait dans une hacienda à Orizaba quand elle est morte. Comment aurait-elle pu mourir dans un couvent à Puebla? À moins que la femme morte dans l'hacienda ne soit pas malinche. Martin engage immédiatement des enquêteurs. Il leur donne une instruction précise. Trouvez tous les actes de décès de femmes appelées Marina ou Malinali entre 1927 et 1930. Tous. Ce qu'ils trouvent est inquiétant. Il existe 3 certificats de décès différents pour Marina, femme indigène. Un daté de 1908 à Veracruz. Marina, femme d'âge inconnu, décédée de la variole. Un autre daté de 1929 à Orizaba. Doña Marina, épouse de Juan Jaramillo, décédée de fièvre. Et un troisième daté de 1529 à Puebla, Malinali, indienne convertie, décédée au couvent. 3 morts, 3 lieux, 3 dates qui se chevauchent. Comment la même femme peut-elle mourir 3 fois? Martin le Métis passe les 2 années suivantes à poursuivre une théorie qui le dévore. Et si sa mère n'était jamais morte en 1529? Et si Cortés avait fabriqué sa mort pour la cacher? Et il y a autre chose. La Marina qui est morte à l'hacienda d'Orizaba a été enterrée immédiatement, sans que personne voie le corps, sans funérailles publiques, sans témoins autres que 2 serviteurs qui travaillaient directement pour Cortés. Ces 2 serviteurs disparaissent des registres historiques juste après, comme s'ils n'avaient jamais existé. Martin voyage personnellement à Puebla. Il a 68 ans. Il est malade, il marche à peine. Mais il doit savoir. Il arrive au couvent de Santa Clara. L'abbesse le reçoit avec un respect froid. Les Cortés sont puissants, même les métis. Je veux voir les registres de 1927 à 1930. Toutes celles qui sont entrées, toutes celles qui sont mortes. L'abbesse hésite. Certains registres sont délicats. Je les veux tous. On lui apporte 3 livres poussiéreux. Martin les feuillette pendant des heures, et il trouve une entrée qui lui glace le sang. Année 1527. Entre une sœur sans nom, femme indigène d'environ 25 ans. Elle ne prononce pas de vœux. Elle vit dans une cellule d'isolement sur ordre du bienfaiteur qui paie son entretien. Le bienfaiteur précise « aucun visiteur, aucune correspondance, aucun contact avec l'extérieur ». La femme parle peu espagnol, semble en deuil profond. Les médecins disent qu'elle a perdu un enfant récemment. Perdu un enfant, pas des enfants, un seul enfant. Martin continue. Année 1528. La femme sans nom a tenté de s'échapper 3 fois. Elle a été retenue. Elle crie la nuit. Elle appelle un garçon nommé Martin. Les autres sœurs ont peur d'elle. Elle appelle Martin. Son prénom. Les mains de Martin tremblent tellement qu'il tient à peine le livre. Année 1529. La femme sans nom est décédée après avoir refusé de manger pendant 2 semaines. Ses dernières paroles étaient dans sa langue native. Elle répétait quelque chose qui ressemblait à « 2, pas 1 ». Elle a été enterrée dans le cimetière sans pierre, selon les instructions du bienfaiteur. Le bienfaiteur a cessé d'envoyer les paiements immédiatement après sa mort. 2, pas 1. Les mêmes mots que le frère avait notés quand Marina est morte à Orizaba. Martin ferme le livre
respire difficilement, sent la pièce tourner, et il comprend. Cortés a enfermé Malinche dans ce couvent. Il l'a caché, isolé. Il lui a pris son enfant, et il l'a laissé mourir seule, en criant après un garçon qu'elle ne reverrait jamais. Pourquoi? Pourquoi faire ça, au lieu de la laisser vivre avec son nouveau mari, comme le dit la version officielle? Martin demande à voir le cimetière. L'abbesse le conduit dans une cour arrière. Il y a des croix en bois pourri, certaines sans aucune marque. Quelle est la tombe de la femme sans nom? L'abbesse désigne une zone où il ne reste plus de croix. Là. Mais après tant de siècles, il est impossible de savoir exactement où. Martin le Métis s'agenouille dans la terre. Il a presque 70 ans. Il pleure. Quelque part dans cette terre, mélangée aux eaux de religieuses oubliées, il y a ma mère. Pardonne-moi, mère. Je n'ai jamais su. J'ai passé ma vie à haïr le mauvais homme. J'aurais dû le haïr pour ce qu'il t'a fait. Pas seulement pour ce qu'il m'a fait à moi. Il rentre à Mexico et recommence à écrire des centaines de lettres à des archivistes, des historiens, des enquêteurs privés. Toutes cherchent la même chose. Qu'est-il arrivé au second bébé? Parce que maintenant, Martin est convaincu. Malinche a accouché de jumeaux. Cortés en a gardé un, celui qu'il a légitimé, et il l'a appelé Martin. Et il a caché l'autre parce que deux filles métisses légitimées auraient été ingérables. Et ensuite, il a enfermé Malinche pour qu'elle ne puisse jamais révéler la vérité. Les lettres de Martin deviennent de plus en plus désespérées. Quelqu'un, quelque part, doit savoir ce qui est arrivé à l'enfant sans nom. Quelqu'un doit avoir un registre, un acte de baptême, une note en marge, quelque chose. En 1590, il reçoit une réponse d'un moine à Tolède. Don Martin, j'ai trouvé quelque chose. Un registre de décès d'un enfant indigène sans nom au monastère de San Leandro. Date 1536. Âge estimé 14 ans. Cause de la mort, mélancolie et refus de s'alimenter. L'enfant n'a jamais appris l'espagnol correctement. Les moines disaient qu'il semblait attendre quelqu'un qui ne venait jamais. Ses derniers mots étaient dans sa langue native. Quelque chose à propos de frère. Frère. Martin lit la lettre. Et quelque chose se brise en lui, définitivement, parce qu'il comprend ce qui s'est passé. L'enfant sans nom attendait. Il attendait que son frère Martin vienne le chercher. Il attendait qu'on le réclame. Il attendait de ne pas être absolument seul au monde. Et Martin avait été dans le même monastère pendant des années, mais il n'avait jamais su que son frère se trouvait à quelques mètres. Parce que Cortés s'était assuré que les deux enfants ne sachent jamais l'existence l'un de l'autre. Deux frères jumeaux séparés dès la naissance, vivant dans le même bâtiment pendant des années. L'un avec un prénom, un nom, un avenir. L'autre sans rien, et celui sans nom est mort en attendant que son jumeau vienne le sauver. Martin écrit une dernière lettre à l'abbé de San Leandro. Je dois savoir où l'enfant sans nom a été enterré. Je paierai n'importe quelle somme. Je construirai un mausolée. Je lui donnerai le nom de famille qu'on lui a refusé. Martin Cortés, mon frère, mon jumeau. La réponse de l'abbé arrive 3 mois plus tard. Don Martin, l'enfant sans nom a été enterré dans une fosse commune, avec d'autres enfants orphelins et des moines pauvres. Il n'existe aucun moyen d'identifier quels os sont les siens. Je suis profondément désolé. Martin le Métis meurt 6 mois plus tard. Il a 73 ans. Dans son testament final, il ajoute une clause absente des versions précédentes. J'ordonne qu'on construise dans le cimetière du monastère de San Leandro un monument de pierre portant l'inscription suivante. Ici repose un fils d'Hernán Cortés, à qui l'on a volé le nom, dont on a effacé l'identité et dont on a nié l'existence. Frère, je t'ai trouvé trop tard. Pardonne-moi. Le monument a été construit. Il existe encore aujourd'hui. Et chaque année, à l'anniversaire de la mort de Martin le Métis, des descendants de la famille Cortés déposent des fleurs sur ce monument. Pas pour Martin le Métis, mais pour le frère fantôme, l'enfant sans nom, le jumeau perdu. Le fils que Cortés a effacé si complètement que même son propre frère jumeau a vécu et est mort sans savoir qu'il avait existé. Et c'est la tragédie la plus profonde de toute cette histoire. Pas que Martin le Métis et Martin l'Espagnol se soient détruits, mais qu'il y ait eu un troisième Martin, un frère jumeau, qui est mort seul, sans nom, en attendant d'être retrouvé.
Et quand on a enfin découvert la vérité, il était trop tard. Ça avait été trop tard pendant plus de 50 ans. Cortés n'a pas seulement détruit la relation entre ses enfants, il a détruit la possibilité même que deux jumeaux sachent qu'ils étaient en frères. Il les a séparés à la naissance, les a élevés au même endroit sans qu'ils connaissent par leurs liens, et il a laissé l'un mourir en se croyant complètement seul au monde. Et quand l'autre a enfin appris la vérité, il était déjà trop tard pour les deux. Combien de familles modernes répètent moi ce schéma? Des parents qui pensent pouvoir contrôler leur héritage en favorisant certains enfants. Des parents qui croient que l'argent et le pouvoir comptent plus que l'amour réel. Des parents qui abandonnent certains enfants tout en surprotégeant les autres. Et qu'est-ce qui se passe? La même chose qu'avec Cortés. Les enfants favorisés deviennent faibles. Les enfants abandonnés deviennent destructeurs. Et au final, tout le monde perd. Parce qu'un nom de famille sans amour, ce n'est qu'un mot vide qu'on finit par oublier. Mais la douleur de l'abandon dure des générations. Si cette histoire t'a fait réfléchir à l'héritage, à la famille et aux conséquences des décisions qu'on prend avec nos enfants, mets un like et abonne-toi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Martin le Métis a eu raison de se venger après presque 2 décennies? Ou en détruisant Martin l'Espagnol, s'est-il seulement détruit lui-même? Est-ce que tu penses que l'enfant fantôme, le possible jumeau perdu, a réellement existé? Ou est-ce juste une légende née de la douleur? Et la question qui définit toute cette tragédie, qui était vraiment l'enfant préféré d'Hernán Cortés? Le fils métis qu'il a d'abord légitimé, puis abandonné? Le fils espagnol qu'il a protégé légalement, sans pouvoir le sauver? Ou aucun, parce que Cortés n'a jamais vraiment aimé aucun de ses enfants. Il les a seulement utilisés comme des pions dans son obsession de créer un héritage qui a échoué, ironiquement. Parce que dans la prochaine histoire, tu découvriras comment un autre conquistador espagnol a commis exactement les mêmes erreurs avec ses enfants, mais avec une fin encore plus sanglante. Une fin où les enfants ne se sont pas seulement détruits légalement et politiquement. Ils se sont assassinés.